Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Julie Dirvimer. Je suis conseillère stratégique au bureau du scientifique en chef du Québec. Bienvenue dans ce webinaire du Forum Sciences et Politiques du Québec. Comme je le précisais tout à l'heure, c'est un webinaire qu'on veut interactif. On n'est pas très nombreux, très nombreuses. Fait que je vous encourage à ouvrir votre caméra si vous êtes à l'aise avec ça. Au début de la première partie, c'est sûr qu'il y a des panélistes qui vont, je dirais, parler uniquement, mais la deuxième partie, la plus grande des parties, finalement, c'est vraiment vous qui allez l'animer. Donc, on vous encourage à prendre la parole, puis à vous montrer aussi autant que vous pouvez. L'activité aussi est enregistrée, que vous sachiez. Vous avez vu peut-être les messages qu'on vous a envoyés. Donc, voilà, sachez-le. Là, si vous voulez pas apparaître, vous pourrez enlever votre caméra au moment opportun. Mais sinon, évidemment, on vous encourage à ouvrir la caméra. Pour vous expliquer un petit peu dans quel cadre on tient ce webinaire, on le tient dans le cadre du Forum Sciences et Politiques du Québec. C'est une communauté de pratique. On est maintenant 1700 personnes à l'interface entre les sciences et les politiques publiques au Québec. Donc, on a des personnes tant du milieu de la recherche, des étudiants, des chercheurs, et aussi du milieu, je dirais, gouvernemental, des professionnels de recherche, des professionnels analystes, et puis un petit peu tout ce qu'il y a entre les deux, tous les agents de passage. Donc, on les réunit tous dans cette communauté-là et on se réunit régulièrement là pour parler des enjeux qui sont communs à nous. C'est une communauté qui est menée par le scientifique en chef, mais aussi avec le soutien d'organisations comme le Conseil du Trésor, l'ACFAS et autres collaborateurs, collaboratrices clés là, qui nous permettent finalement de fédérer nos forces pour des politiques publiques plus informées par les données probantes, ce qu'on souhaite tous, évidemment. Écoutez, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de recommandations. On en fait tous probablement dans notre travail de conseillers, de conseillères, qu'on soit dans l'administration publique, dans la recherche, même dans d'autres sphères de la société. On est tous amenés à formuler des recommandations à un moment donné à des décideurs. Comment on fait ça au Québec? C'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce qu'elles portent fruit? Est-ce qu'elles sont vraiment écoutées, ces recommandations-là? Est-ce qu'on pourrait mieux faire dans notre façon de recommander? Il se trouve que d'un côté, vous avez une expérience à partager, certainement. Et aussi, on a deux chercheurs, deux membres de la communauté de recherche qui ont fait une recherche sur ce sujet-là. Marc-Kévin Daou, qui est professeur enseignant à l'École de technologie supérieure, et Victor Babin, qui est assistant de recherche à l'ETS. Bonjour à vous deux. Ouais, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. On vient vous présenter, là, comme Julie l'a dit, une recherche qu'on a menée dans les dernières années là, sur les conseils au Québec, puis le genre de défis que ça peut poser pour les conseillers. Alors aujourd'hui, on a, disons, quatre grands points à vous partager. Les trois premiers, c'est nous qui allons les présenter, mais le quatrième, on veut recueillir vos témoignages, vos commentaires. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait aux conseils issus du secteur public en recherche, surtout pour des gens qui ont un background en philosophie, comme moi et Victor? Ensuite de ça, quelques observations sur la structure puis le contenu des avis qu'on a étudiés dans la première phase de notre recherche. Deux problèmes qu'on a dégagés, des problèmes, on va dire, de nature philosophique, là, entourant ce qu'on appelle la conformité partielle aux recommandations. On va avoir l'occasion là, de revenir sur cette notion-là en cours de présentation. Puis ensuite de ça, là, on veut vous entendre, là, on veut savoir si c'est le genre d'expérience qui vous parle, s'il y a des stratégies qui ont été mises en place dans vos organisations pour contourner ces problèmes-là ou les atténuer. Et puis si vous avez des remarques à nous faire là, sur des angles d'analyse là, qui nous auraient échappé. Donc, pourquoi s'intéresser aux conseils issus du secteur public, hein? Pourquoi des philosophes se sont mis à étudier ça? Moi, j'ai eu la chance en 2019 d'être recruté dans le secteur public. J'ai travaillé comme conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Puis, c'est un organisme là, dont dans sa loi cadre là, formule des recommandations à l'attention des décideurs. Donc, mon mandat avec des experts, là, des comités d'experts, c'était de formuler des recommandations là, à l'attention de ministres ou de directeurs d'institutions publiques. Et j'avoue que quand on m'a annoncé ça, je me sentais pas particulièrement prêt à faire ça. Qu'est-ce que c'est une bonne recommandation? Est-ce que je devrais juste m'en tenir à l'essentiel? Est-ce que je devrais décrire toutes les bonnes pratiques auxquelles on pense?
Est-ce que je devrais me soucier de savoir si ces recommandations-là sont applicables, réalistes en contexte québécois, ou je devrais juste vraiment y aller sur ce qui serait le plus désirable là, dans un monde idéal? Est-ce que je devrais réfléchir aux orientations du gouvernement en place en ce moment, ou je devrais ignorer ça? Donc, j'avais toutes sortes de questionnements. En regardant ce que faisaient des organismes similaires à la CEST, on voyait là, qu'il y avait des pratiques assez éclatées. Finalement, en discutant entre collègues, on a fini par reprendre là, un peu des pratiques qui avaient cours à la CEST depuis longtemps, mais je me rendais compte qu'il pouvait y avoir un espace de réflexion sur cette question-là qui semblait pas comblé là, par des guides, des documents officiels de la fonction publique. Ensuite de ça, ben, je suis allé faire un postdoc. J'ai arrêté de travailler dans la fonction publique, mais il y a des problèmes similaires qui ont continué à me préoccuper de 2020 à 2021. Quand j'étais en postdoc, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la conformité partielle à des idéaux. Donc, par exemple, imaginons là, qu'il y a une série d'actions là, mises ensemble, c'est ça qui serait idéal de faire, mais malheureusement, on se retrouve dans une situation où on peut juste faire une partie de ces actions-là. Alors, quel genre de problème éthique ou épistémologique ça peut soulever? Ça, c'est ce qui m'intéressait dans mon postdoc. Mais je voyais le lien, je voyais le lien entre ces problèmes-là très théoriques qui m'occupaient et ce que j'avais fait par le passé dans le secteur public. Il faut dire qu'au moment où je faisais mon postdoc, c'était toute la période là, suivant la tragédie entourant le décès de Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette. Et c'était l'époque aussi où la coroner Jeanne Kamel faisait les audiences et publiait ses recommandations. Pour ceux qui se rappellent de cet épisode-là, rappelez-vous que la première recommandation de la coroner Kamel, c'était que le gouvernement du Québec reconnaisse l'existence du racisme systémique et s'engage à l'éliminer. Mais bon, pour quelqu'un qui n'était pas sur Pluton dans les 10 dernières années, là, c'était quand même un fait de notoriété publique que le gouvernement n'avait pas vraiment l'intention de faire ça. Donc, la coroner était quand même capable de prédire à l'avance que assez bien, là, je veux dire, il aurait pu y avoir un revirement de situation, mais elle était quand même capable d'anticiper à l'avance que cette première recommandation-là ne serait pas entérinée, du moins à court ou à moyen terme. Et là, ben, ça peut soulever toutes sortes de questions intéressantes. Tu sais, est-ce qu'on devrait garder la recommandation dans le document, sachant que vraiment, il n'y a pas d'intention du gouvernement de suivre la recommandation? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour la coroner Kamel de faire ce qu'on pourrait appeler une recommandation compensatoire, c'est-à-dire une recommandation de la forme, sachant que, il n'y a pas, il y a pas d'intention de reconnaître le racisme systémique? Ben, voici une mesure compensatoire qu'on pourrait mettre en place. Et est-ce qu'en fait, toutes ces questions-là, est-ce qu'elles sont pas peut-être impertinentes? Peut-être que les experts, les coroner, les scientifiques qui travaillent pour le gouvernement devraient pas se soucier de comment leurs avis sont reçus par les décideurs, hein. Peut-être qu'on devrait juste se poser la question, est-ce que mes recommandations sont bonnes? Puis, est-ce que ça va être accepté ou non? Ben, ça, c'est pas une question qui relève de moi, là. Ça, c'est la réception de mes recommandations par le décideur. Je ne devrais pas m'en soucier. Alors, le cas de Jeanne Kamel, c'est un cas qui a été très médiatisé, mais l'actualité hein, nous signale à peu près toutes les semaines, tous les mois, que ces situations-là qu'on va appeler de conformité partielle, hein, le fait que c'est pas toutes les choses qu'on recommande qui sont mises en place. On voit ça dans l'actualité souvent. Je vous ai mis ici quelques coupures de journaux de l'actualité récente. C'est un fait courant. OK? On fait des recommandations dans la fonction publique, dans les institutions publiques. Certaines sont mises en place, mais ça arrive souvent qu'elles ne sont pas toutes mises en place. Puis comment on gère cette situation-là? Je fais une petite parenthèse. Je vais bientôt passer la parole à Victor, mais je fais juste une petite parenthèse avant de lui céder la parole. Pour dire que moi puis Victor, on n'est pas. Il y a un reproche qu'on nous fait des fois, là, c'est d'être des genres de technocrates là, qui aimeraient que le gouvernement se plie à la volonté de ses experts dans sa fonction publique ou dans ses institutions publiques. C'est pas ça notre projet. C'est pas ça les questions qui nous intéressent. Nous, on prend la conformité partielle comme un donné. OK? Le décideur, des fois, il n'écoute pas toutes les recommandations qu'on lui fait. Ça, c'est un donné.
peut-être des bonnes raisons de le faire. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. OK? On n'est pas en train de critiquer le décideur ou de poser un jugement sur ce que le décideur fait. Nous, notre focus, il est vraiment sur le travail de la personne ou de l'institution qui formule les recommandations. Qu'est-ce que ça vient changer dans le travail de cette personne-là qui formule des recommandations, de savoir que c'est pas tout ce qu'elle va recommander qui risque d'être mis en place. Finalement, tu sais, c'est vraiment une pratique qui est importante au fonctionnement des démocraties contemporaines. Les conseillers là, qui formulent des recommandations, ils font un travail essentiel, ils sont dévoués, ils sont sérieux, ils font preuve d'une grande rigueur dans leur travail. On ne pourrait pas imaginer là, des pays comme le Canada, des provinces comme le Québec fonctionner sans prendre des bonnes décisions si on n'avait pas des équipes de gens rigoureux comme ça qui, euh, qui font des recommandations aux décideurs. Puis c'est dommage que les philosophes s'y intéressent peu, parce qu'on a des outils théoriques pour hein, étudier comment des idées sont structurées, c'est quoi les relations entre différentes idées, puis c'est ça qui est au cœur d'un énoncé de recommandation, hein, c'est comment différentes actions ou différentes recommandations tiennent ensemble, comment est-ce qu'une affecte une autre. Donc, on a des compétences pour amener quelque chose d'utile, amener de l'eau au moulin. Malheureusement, on s'y est peu intéressé historiquement. Puis là, ben, ce que moi et Victor, on essaie de faire, c'est de combler cette lacune. Alors maintenant, je cède la parole à Victor qui va vous parler de quelques observations sur la structure et le contenu des avis là, qu'on a répertoriés dans la première phase de notre recherche. Oui, euh, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK. Donc, pour commencer notre recherche, ce qu'on a commencé par faire, c'est regarder de quoi ça avait l'air les pratiques. Donc, les documents qui sont publiés par les organismes qui formulent des recommandations, euh, ben, de quoi ça a l'air en général, ces documents-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a étudié 40 avis et documents provenant de 4 organismes différents. Donc, il y avait le Bureau du coroner, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, la Commission des droits de la personne et le Protecteur du citoyen. Donc, on a pris 10 avis et documents récents là, de ces 4 organismes-là. S'ils comptaient plus de 4 recommandations, là, c'était ça notre critère. Puis ensuite, c'était les plus récents avec 4 recommandations ou plus. Puis ça nous a donné 570 recommandations en tout. Ce qu'on a fait avec ces documents-là, c'est qu'on a étudié d'abord ben, de quoi est-ce que les conseillers vont se soucier euh, dans la formulation de leurs recommandations. Donc, est-ce qu'ils vont se soucier du réalisme ou de l'applicabilité de leurs recommandations? Est-ce que c'est quelque chose qui intervient là, dans leur processus de recommandation? Euh, Puis aussi, est-ce qu'ils vont le mentionner explicitement dans le document? Donc, ce qu'on a regardé, c'est s'il y avait des remarques entourant des idéaux ou le réalisme ou l'applicabilité euh, dans les énoncés de recommandation, puis aussi dans le corps de l'avis. Puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait des remarques euh, dans 19 des 40 documents, donc près de la moitié, où on pouvait vraiment voir qu'il y avait un souci pour l'applicabilité ou le réalisme euh, des, euh, des recommandations qui sont formulées. Donc, avec ça, on a pu établir que c'était un souci des conseillers que leurs recommandations soient mises en application. Puis ensuite, on a regardé quel format ou quelle structure prenaient ces recommandations-là. Donc, on a remarqué que toutes les recommandations étaient présentées sous la forme d'une liste. Il y a seulement le bureau du coroner que c'est une liste à puces. Toutes les autres, c'était des listes qui sont numérotées. Puis, on s'est demandé si ce format de présentation-là pouvait entrer en conflit avec l'objectif de réalisme ou l'objectif de mise en application là, de la plupart des recommandations. Victor, juste un instant, j'ai une petite question ici qu'on va prendre tout de suite d'Abdelkader. Est-ce que les documents que vous avez choisis sont en accès public, hein? Ce sont des documents publics, n'est-ce pas? Ce sont tous des documents publics, sauf certains documents du bureau du coroner qui ne sont pas en accès libre sur Internet, mais c'est possible d'accéder à ces documents-là librement, mais il faut faire la demande pour certains des documents. Quand c'est des dossiers pour des... Le bureau du coroner va faire des enquêtes, puis des recommandations lorsqu'il y a un décès, puis lorsque ce décès-là
ce décès-là aurait pu être évité. Puis ils ont deux types d'enquêtes. Il y a des enquêtes spéciales où là, comme dans le cas du décès de Joyce Echaquan, le rapport est public, puis est publié là, vraiment là, sur leur site web. Il y a une autre catégorie qui est pour des décès qui sont moins médiatisés. Puis à ce moment-là, le document, il faut juste en faire la demande. OK. Mais c'est techniquement possible d'avoir accès à tous les documents. Pour les Ah, trois autres organismes, c'est en libre accès sur Internet. c'est bon, on peut reprendre sur les listes. Donc c'est ça, on se demande, est-ce que la liste numérotée ou la liste à puce nous va entrer en conflit avec les objectifs de mise en application des recommandations? Puis pour faire ça, on a regardé s'il y avait des interactions entre les différents éléments de la liste. Ce qu'on a remarqué, c'est que seulement une fois, en fait, parmi les 40 documents, une interaction était mentionnée explicitement. Donc, il nous disait, cette recommandation-là interagit avec telle autre, mais que bien souvent, il y avait beaucoup d'interactions entre les recommandations, mais que c'était simplement pas mentionné. Donc, on va prendre un exemple qui ne se retrouve pas dans les documents, mais qui aurait pu là, en faire partie, mais qui démontre bien là, de quoi on veut parler. Donc, on a un plan de réduction des GES, puis on a 4 recommandations. Donc, la première, c'est imposer l'achat des véhicules rechargeables sur les routes d'ici 2035. La deuxième, c'est augmenter la production d'énergie renouvelable, réduire significativement l'exploitation, la transformation et l'utilisation de combustibles fossiles, puis optimiser la consommation énergétique du secteur résidentiel. Donc, c'est 4 mesures qui pourraient permettre de réduire les GES, mais on voit bien qu'il y a quand même certaines interactions entre ces recommandations-là. Par exemple, si on impose l'achat des véhicules rechargeables, mais qu'on n'augmente pas la production d'énergie renouvelable et qu'on ne réduit pas du tout l'exploitation, la transformation puis l'utilisation de combustibles fossiles, ben, c'est possible qu'on ait des véhicules électriques sur nos routes, donc un parc automobile entièrement électrique, mais qui est entièrement rechargé par des centrales au charbon. Euh, ce serait une mesure qui respecterait ces recommandations-là. Donc, on pourrait appliquer une partie des recommandations puis arriver à un résultat qui est désastreux. Donc, qui ne suit pas du tout l'esprit de la vie. Donc, ça, c'est un exemple d'une interaction entre deux recommandations. On en a observé deux types, les interactions d'application puis les interactions dans les effets. Donc, les interactions d'application, c'est quand deux recommandations interagissent entre elles euh, de sorte que la mise en application d'une recommandation va rendre impossible ou possible la mise en application d'une autre. Ce que ça veut dire, là, essentiellement, c'est euh, si c'est impossible de mettre la recommandation 1 sans aussi mettre la recommandation 2 en application, ben alors ces deux recommandations-là vont avoir une interaction d'application. Si une recommandation rend impossible la mise en application d'une autre, on serait dans une situation d'incohérence. Ça, on n'en a pas recensé, donc on n'a vu aucune interaction de ce type-là dans les documents, mais des interactions plus complémentaires. Donc, par exemple, si on met en application une recommandation, puis qu'une autre dans le document va automatiquement être mise en application, qu'on le veuille ou non, du fait qu'on a mis en application cette autre recommandation-là, on va dire que ces deux recommandations-là sont complémentaires. Ça, on en a vu dans 21 documents sur 40, donc plus de la majorité là, des documents en contenaient. Et une seule fois, c'était vraiment écrit explicitement que les interactions étaient là. L'autre type d'interaction, c'est les interactions dans les effets. Donc, ça, c'est quand la mise en application d'une recommandation va changer les effets d'une autre recommandation. Donc, par exemple, si deux recommandations vont avoir un effet combiné qui est plus grand que la somme de leurs effets individuels, ben, ils ont une interaction sur les effets. Donc, si on revient là à notre exemple, ben, si l'objectif, c'est de réduire les GES, ben, imposer l'achat des véhicules rechargeables tout seul, sans faire les trois autres, ça a un effet qui n'est pas fantastique,
Mais si on réduit significativement l'exploitation, la transformation puis l'utilisation de combustibles fossiles, ben, à ce moment-là, c'est un effet qui est beaucoup plus intéressant globalement pour la réduction des GES. Donc, ici, la recommandation 1 et la recommandation 3 vont avoir une interaction dans les effets. On va dire qu'ils sont synergiques. Donc, les effets de 1 gagnent lorsque la recommandation 3 est mise en application. Donc, ça, on a fait ça là, pour nos 40 documents, puis on en a recensé dans 17 d'entre eux. Et je te laisse la parole, Marc-André. Oui, c'est les joies des présentations à deux. OK, donc je reprends la parole. Je vais vous parler un peu du genre de problèmes, des problèmes philosophiques là, qui peuvent entourer, là, disons, à la fois les situations de conformité partielle, ce que je vous ai parlé il y a quelques minutes, mais aussi les constats et les observations que Victor vient de vous résumer. Deux problèmes qui ressortent là, de ces observations-là. Alors, pour rappel, la conformité partielle, c'est quoi? Ben, c'est cette situation-là où on a un ensemble de recommandations. Il y en a une partie qui risque d'être mise en place, mais il y a une partie qui risque d'être ignorée, qui risque d'être laissée de côté. Donc, comment est-ce qu'on gère ces situations-là de conformité partielle? Quel genre de problèmes qui peuvent ressortir de ça? Et pour rappel, hein, en soi, c'est pas un problème que le décideur ignore certaines des recommandations qu'on lui fait. Hein. Pour rappel, on n'est pas des technocrates qui voulons que le décideur obéisse à tout ce qui sort des institutions, tous les conseils qu'il reçoit. C'est plus, disons, des problèmes entourant comment les décideurs, pardon, pas les décideurs, les conseillers devraient structurer leurs idées. Hein. Comment est-ce que ça vient affecter la manière de structurer leurs conseils, puis la stabilité du travail qu'ils doivent faire. Donc, le premier problème a trait à l'inséparabilité entre les recommandations. Comme Victor vient de vous le dire, on a observé des interactions entre plusieurs des recommandations qu'on a étudiées. Et ben, en situation de conformité partielle, il y a certaines combinaisons de recommandations qui font d'une certaine manière bloc. Hein, par exemple, si on ignore une d'entre elles, ben, on devrait toutes les ignorer. Reprenez l'exemple du plan de réduction des GES. Si je suis pour ignorer la troisième recommandation hein, sur l'élimination de l'électricité produite avec des énergies fossiles, ben, je serais peut-être bien aussi d'ignorer la recommandation sur le tournant vers les véhicules rechargeables d'ici 2035. Tu sais, ces deux recommandations-là, elles font sens ensemble. Fait que si je suis pour en ignorer une, ben, je suis aussi bien d'ignorer l'autre. Or, on a une liste séparée de recommandations qui tend à isoler tous les éléments de la liste les uns des autres. On ne signale pas ces interactions-là aux décideurs. Donc là, on a un problème. On n'arrive pas à véhiculer ce message-là à notre décideur avec la liste séparée de dire Hey, fais attention, là, la recommandation 1 puis la 3, là, il y a une interaction entre elles. Donc, il faut que tu gardes ça en tête. Et aussi, on a une méthode très commune de suivi des recommandations où mettons, le décideur a reçu 100 recommandations de notre organisme. Mais il y a des organismes qui disent, moi, à la fin de l'année, je regarde quel pourcentage de mes recommandations a été mis en application. Je m'attends à ce que mon décideur y ait mis au moins 75% de ce que je lui ai recommandé en application. Mais ces méthodes-là de suivi, hein, en pourcentage des recommandations implémentées, ça ne rend pas compte de ces interactions-là entre les recommandations. Donc, même si le décideur a mis 75 recommandations sur 100 en place, ça se peut que ce qui est fait au global ait peu d'impact pour éliminer ou atténuer les problèmes là, qui ont été soulevés par l'organisme. Le second problème, c'est la stabilité du travail que doivent faire les conseillers. Donc, si on a un conseiller qui apprend hein, que certaines de ses recommandations ont de bonnes chances d'être ignorées, ça peut lui donner une raison de les réviser. Hein. Le conseiller pourrait se dire, ben, comme je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là où il y a juste une partie des recommandations qui est mise en place. Ça va créer, il y a des interactions entre mes recommandations. Je veux pas que les mesures qui sont mises globalement en place aient pas d'impact ou aient un effet négatif. Donc, peut-être que je vais être tenté de réviser, d'ajuster mes recommandations. Mais même les recommandations révisées pourraient être, elles aussi, ignorées en partie.
Donc, il y a pas forcément une résolution stable de ce problème-là. Tu sais, on va pas nécessairement atteindre un équilibre où on peut dire, là, mes recommandations, là, je peux les envoyer au décideur, puis il va toutes les accepter, tu sais. Donc, tant qu'il y a cette idée-là en arrière-plan que, ah, ben, ça se peut que une des recommandations soit ignorée, ça vient compliquer le travail des conseillers, ça génère de l'instabilité dans leur travail. Et là, tu sais, on pourrait se dire, ouais, mais dans le fond, le conseiller, il a juste à identifier un ensemble de recommandations vraiment faibles, puis là, ben, il va avoir de bonnes raisons de croire qu'elles vont toutes être mises en place. C'est une manière d'atteindre la stabilité, mais là, elle est atteinte au détriment d'un travail de qualité. Tu sais, si les recommandations sont hyper affaiblies, ben là, peut-être que le conseiller ne fait pas le travail qu'on s'attend de lui dans son institution, tu sais, peut-être qu'il n'en a pas recommandé assez. Alors, il y a des manières d'atteindre la stabilité, mais ça peut être en conflit avec les mandats des institutions là, qui formulent les recommandations. Alors, ces problèmes-là qu'on a observés, ou en tout cas qu'on a décrits dans la recherche, c'est des problèmes qui se basent sur ce qu'on a observé dans l'étude des avis des documents du secteur public, hein, la quarantaine de documents, les 570 recommandations. Depuis cette première phase-là de la recherche, on a fait des entretiens avec des conseillers qui nous ont partagé des problèmes qu'ils vivent et des stratégies aussi qu'ils ont implémentées dans leurs organisations pour gérer la conformité partielle. Ça a ajouté beaucoup de couches de complexité à notre recherche, puis là, on espère qu'en discutant avec vous, là, il va y avoir encore plus de complexité qui va s'ajouter. Alors, ça nous a permis de voir des stratégies implicites ou non écrites que les conseillers utilisent pour contourner ces deux problèmes-là. Mais des fois, les stratégies que les conseillers utilisent vont générer des nouveaux problèmes. Alors là, on vient régler peut-être des choses les deux problèmes que je viens de vous décrire, mais ça se peut qu'on en crée des nouveaux aussi. Alors, ça a ajouté beaucoup de complexité. Ça a été très, très riche. On travaille cet automne à rédiger les articles scientifiques là, qui vont ressortir de ces entretiens-là. Et pour le futur, on veut travailler là, sur l'identification de pratiques innovantes pour structurer les recommandations. Tu sais, à la lumière de toute cette recherche-là qu'on a faite, ce serait quoi des bonnes pratiques là, de l'innovation dans la manière de structurer des recommandations qui permettent d'éviter là, ou à tout le moins d'atténuer les problèmes qu'on a identifiés. Alors là, je me tourne vers vous. Euh, Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences similaires? Est-ce que c'était des problèmes purement théoriques que qu'on vous a présentés, ou est-ce que vous êtes reconnu dans certaines remarques, dans certaines choses qu'on vous a présentées aujourd'hui? Est-ce que votre organisation gère la conformité partielle aux recommandations? Est-ce qu'elle a des stratégies? On serait vraiment curieux de le savoir. Puis, vous, c'est quoi vos valeurs qui vous guident lorsque vous formulez des recommandations? Tu sais, est-ce que, par exemple, ce que souhaite le décideur, les intentions du décideur, ce qui est prêt à mettre en place, est-ce que ça vient affecter votre travail ou est-ce que vous avez peut-être, est-ce que vous valorisez peut-être d'autres choses qui font en sorte que ça, c'est pas trop important dans votre pratique? Alors, on serait vraiment curieux là, d'en apprendre davantage là, sur les valeurs qui guident votre travail. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Marc-Kévin et vraiment merci beaucoup à Victor aussi. Une petite question ici, hein, est-ce qu'on peut se tenir au courant des avancées de votre recherche? Moi j'ai envie de dire pour ça, j'aimerais beaucoup que vous puissiez présenter la deuxième partie de votre recherche avec nous, c'est évident. Mais y a-t-il d'autres manières de se tenir informé de ce que vous faites? J'ai pas d'infolettre, mais si vous m'écrivez, vous me dites ah, j'aimerais ça, on va le noter quelque part, puis on va vous tenir au courant sans problème. Excellent. Puis on se donne rendez-vous à la fin de votre phase 2 là, ou de votre phase 3 pour en savoir plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, partager son expérience, conseiller, conseillère, quelques balises qu'on se donne? Un peu timide encore, c'est pas grave. Moi, j'avais une question, une question en réserve. Euh,
On est un peu tous d'accord, puis on se dit souvent, il faut que l'administration publique ait des fonctionnaires qui fassent preuve de courage, qui fassent preuve d'audace dans leurs recommandations, mais en même temps, il faut aussi qu'ils fassent preuve d'une certaine loyauté, puis d'une allégeance face aux autorités de l'État. Qu'est-ce qui permettrait de cultiver un peu ce courage, cette audace dans les recommandations? Est-ce qu'il y a quelques éléments de réponse? Je vais donner ouais, la parole à Marc-Kévin, mais j'ai déjà deux autres mains levées. OK, donc là, ça me permet de faire du chemin sur des limites de la phase 1 de notre recherche, puis aussi des couches de complexité qu'on a découvertes dans la phase 2. Donc, dans la phase 1, on s'est concentré sur le travail d'institutions qu'on va qualifier d'indépendantes. Des institutions qui sont beaucoup moins liées à un devoir de loyauté Oui. ou Mhm. un devoir de loyauté vraiment minimal. Mhm. Contrairement, par exemple, à des gens qui travaillent dans des ministères, tu sais, qui sont beaucoup plus liés à des procédures comme la mise à l'agenda. Tu sais, on attend que le ministre annonce ses intentions, puis on travaille à partir de ça pour élaborer des recommandations. Donc ça, c'est une limite claire dans notre recherche. Dans disons, dans la deuxième partie, tu sais, quand on a discuté avec des conseillers du secteur public, euh, la manière dont ils vont naviguer ça, c'est que disons, le devoir de loyauté, il est important, mais en même temps, il y a la loi cadre ou le mandat de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Puis, tu sais, à un moment donné, si telle mesure ou telle politique c'est ça qui découle de leur mandat, mais ils peuvent pas faire semblant que cette mesure-là n'existe pas ou ne pas la recommander. Donc, souvent la ligne qui va être identifiée, c'est est-ce que je suis en train de sortir de mon mandat d'institution? Tu sais, si oui, ben là, il y a des considérations de loyauté qui interviennent. Mais Mhm. si je suis vraiment en droite ligne avec ce que mon institution attend de moi, avec la, la, la- la loi qui encadre l'institution, ce n'est pas déloyal de faire la recommandation que je suis en train de faire. Ok, ouais, je comprends bien. Donc en gros, comme on l'a dit cette année, si je gère ma fougère, ça va, mais en dehors de ça, si je sors de mon mandat, là, on peut dire que je peux faire preuve d'une certaine forme de C'est ça, déloyauté. c'est-à-dire que puis là, tu sais, on pourra en discuter, est-ce que c'est une bonne attitude, mais disons, beaucoup de personnes nous ont dit ça, dire si je suis en train de faire des recommandations qui sont contradictoires avec les intentions du décideur, puis que je suis pas dans le territoire, disons, de ma loi cadre, ça peut être considéré comme une critique. Mais quand je suis à l'intérieur de ce que la loi cadre me demande, tu sais, si, mettons, je sais pas, il y a des gens au FRQ qui sont mandatés pour étudier les mesures qui font avancer la science, tu sais, ben, Tout à de fait. proposer ça, tu sais, c'est pas peu importe c'est quoi les intentions déclarées du décideur, tu sais, moi je te recommande ce qui est cohérent avec ce qu'on m'a demandé de faire, là. Donc, Ok, ok, donc parfait. Abdelkader, je vous écoute. Oui, et pour faire du conseil, il y a deux aspects. Il y a le premier où on tire la sonnette d'alarme sur une problématique qui est par exemple dans un secteur particulier ou qui relève peut-être de notre mandat sans pour autant qu'il y ait une requête des autorités. Et de deux, parfois, il y en a même des cas extrêmes où, là, je vais essayer de faire référence au cas de Louis Robert, qui est un agronome qui travaillait au Mhm. MAPAC. Il avait fait des alertes en interne, puis ça n'a pas marché, et il est allé jusqu'au bout de ses convictions, et après, ça a fait tout un débat médiatique. Je ne vais pas y aller dans tous les détails. Et ensuite, il y a les demandes qui viennent de nos autorités. Donc, c'est-à-dire euh, un avis d'un professionnel. Donc, le professionnel, il prend cette demande et il le fournit dans un gabarit qui est déjà préétabli avec des sections qui sont déjà faites. Et ça reste un document bon, qui est utilisé uniquement en interne. Et ensuite, il est communiqué aux autorités, ben, après qui vont décider euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va prendre selon
Ben, selon la politique globale du gouvernement et aussi des attentes sectorielles, ça dépend de l'environnement politique, des contraintes environnementales parfois, ou socio-économiques, de l'opinion publique. Tout ça est mis en compte. Ce n'est pas uniquement une recommandation quand on la prend, elle est prise que comme ça techniquement, vide de tout sentiment ou de toute contrainte externe et on va l'appliquer. Et finalement, il y a aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle. Là, dans le cadre, on a eu des discussions avec des collègues. C'est juste des discussions autour d'un dîner. Est-ce que effectivement l'intelligence artificielle elle va remplacer euh, la vie d'un professionnel, un fonctionnaire euh, dans le gouvernement? Est-ce que ça va le remplacer? Quelles sont les limites? Quelles sont les contraintes? Est-ce que est-ce qu'on aura toujours besoin d'un être humain pour faire une recommandation? Quelle serait la pertinence de l'intelligence artificielle et aussi la confidentialité des données? Ça, c'est quelque chose qui est un peu futuristique. Ça peut arriver dans une année, ça peut arriver dans 1000 ans, ça peut arriver, jamais arriver. Je sais pas. Ça prend fin à mon intervention. Merci beaucoup. D'ailleurs, je note que le sujet de l'IA et du conseil scientifique ou du service conseil, ça sera un très bon sujet à aborder au courant de l'année. Je le retiens, Abdelkader, pour une prochaine fois. Mais je sais, moi, j'aurais peut-être une question de ce côté-là. Déjà, vous travaillez, est-ce que vous pouvez dire dans quelle organisation vous Oui, oui. travaillez? Oui, je travaille pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Ah, Québec. d'accord. Je Je comprends, suis vous avez des... Oui, conseiller en développement sectoriel ok. à la direction du développement des secteurs agroalimentaires. Ok, donc je comprends qu'effectivement, l'affaire Louis Robert a dû beaucoup vous faire réfléchir aussi. Au MAPAC. Mais je trouve ça intéressant aussi que vous fassiez mention des gabarits, parce que je pense que chaque organisation a son gabarit aussi pour faire remonter des recommandations. Et peut-être que ces gabarits ont un impact. Je vois que Marc Kevin nous dit oui, probablement un impact aussi sur la façon dont on émet nos recommandations, n'est-ce pas? Oui, ben, c'est Euh, quelque chose qu'on a. Ah, ben, vas-y, Victor. C'est-tu Victor qui voulait parler ou... C'était Ouais. moi qui voulais parler. Oui, effectivement, on est limité dans la réflexion, mais il faut juste dire qu'on peut ajouter une annexe à la fin. Donc, si on pense qu'il y a des points qui sont pertinents, parce qu'on a une taille à ne pas dépasser, on a un gabarit qui est déjà établi, et si on pense qu'il y a des points pertinents, on peut les ajouter en annexe. Mais juste sur les gabarits, dans le fond, ça, c'est dans la phase 2 de notre recherche. Tu sais, là, on est vraiment sorti de l'organisme indépendant, les quatre organismes. On a plus été vers des organismes municipaux, provinciaux, fédéraux, des organismes indépendants, mais des organismes plus traditionnels. Puis là, on a vu des organismes qui avaient des gabarits internes pour produire les recommandations, mais les gabarits sont très différents d'une organisation à l'autre. C'est pas des documents qui sont publics aussi. Donc, il n'y a pas de partage d'expertise sur les normes, les guidelines à suivre pour produire les recommandations. Puis, en discutant sur le contenu de ces documents-là pour guider les recommandations, tu sais, on voyait des valeurs distinctes, des valeurs complémentaires. Ce n'était pas diamétralement opposé, mais on voyait qu'il y avait quand même certains points qui étaient plus valorisés dans certains organismes, d'autres points qui étaient plus valorisés dans d'autres. Donc, je pense que c'est un bon point là, de le souligner. Comment est-ce qu'on est pris dans les gabarits pour formuler des recommandations, mais aussi, tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de partage de pratiques sur comment ces recommandations-là sont structurées, c'est quoi les normes qu'on doit suivre pour les formuler. Peut-être que si on était capable de partager les pratiques d'une organisation à l'autre, on pourrait découvrir là, des manières innovantes là, de formuler les recommandations puis les structurer. Voilà. Probablement, ouais, matière à innovation, puis à travail, je dirais, interministériel ou interorganisation à retenir. Mathieu, bonjour. Peut-être juste deux, parce qu'on se connaît là, mais vous présentez rapidement d'où vous venez. Oui, tout à fait. Merci. Mathieu Mondou, je suis présentement conseiller principal au RFIX, le réseau francophone international en conseil scientifique.
J'ai une formation en politique publique comparée. J'ai fait des recherches là-dedans. Et j'ai aussi travaillé, en fait, dans un ministère au Québec, puis ensuite dans un organisme indépendant. Je ne vais pas les nommer ici pour éviter que les gens fassent des liens avec mes commentaires, là, mais en fait, c'est sûr que pour moi, quand j'entends ce sujet-là, c'est sûr que je pense aux facteurs structurels d'indépendance qui peuvent garnir le conseiller d'un aura de protection, ou que ce soit au niveau individuel ou à l'organisation. Donc, la loi cadre, vous l'avez mentionné, elle donne plus ou moins d'indépendance. Évidemment, là, c'est la décision des législateurs, des législatrices de donner plus ou moins d'indépendance aux organisations. Mais je vous dirais que, oui, on a coutume de dire qu'il y a des organismes indépendants puis des organismes, disons, des ministères qui ne sont pas indépendants par définition. Mais il y a toute une gradation dans les organismes dits indépendants qui leur confèrent plus ou moins, plus ou moins de liberté d'action dans leurs recommandations. Je vous donne un exemple, par exemple, je vous dirais par exemple comment mettons, la personne au sommet de l'organisation, comment elle est nommée. Est-ce qu'elle est nommée simplement par le ministre en place ou elle est nommée par une majorité simple ou une majorité absolue du Parlement, ce qui lui conférerait probablement plus d'indépendance que si elle était nommée simplement par le ministre. Donc, il y a des facteurs structurels que tout le monde ici probablement un peu vaguement le ressent. Il y a beaucoup de facteurs conjoncturels. Abdelkader en a mentionné plusieurs, mais il y a aussi des facteurs individuels. Et c'est sûr que, par exemple, pour un individu qui désire monter en importance dans son organisation, il y a quand même un incitatif assez important à donner de l'eau au moulin, à embarquer dans le wagon qui est en marche, à se joindre au party, à donner du grain à moudre au ministre ou à la ministre qui souhaite aller dans une direction. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, probablement tout le monde ici, que un simple analyste ou conseiller va avoir jusqu'à 7 niveaux de hiérarchie qui vont commenter sur sa note. Alors, quel incitatif, quelle voie individuelle qu'elle a à ce chapitre-là, c'est très difficile d'essayer d'avoir un impact individuel à cette échelle-là, particulièrement dans un ministère. Cependant, il y a quand même des moyens d'avoir un peu plus d'influence que simplement structurellement. Il y a les relations interpersonnelles, les liens qui se forment au niveau micro avec les individus. Donc, les liens de confiance qui se forment à travers le temps. Et il y a, oui, quand même une place pour le génie individuel ou enfin le travail bien fait pour montrer quand même qu'on est un bon analyste. Mais moi, en tout cas, disons, mon expérience est très, 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 vraiment très petite. C'est difficile de faire son chemin, à moins d'être le poulain de quelqu'un, là, tu sais. Alors, bon, c'était simplement une certaine remarque. C'est pas une question, mais je vous dirais que, tu sais, pour moi, c'est tout ça qui est en implicite à travers le travail de recommandation. Bon, je vais rajouter une dernière chose. Pour les organismes indépendants, un levier de pouvoir, c'est aussi la publicité des recommandations. Donc, peut-être que, tu sais, à ce moment-là, le pouvoir des médias sert un peu comme un levier pour dire au gouvernement, ben, on a fait les telles recommandations. Donc, voilà. Très bon. Là, on tombe plein dans la complexité que vous évoquiez, là, Marc-Kévin et Victor, l'avancement individuel, les relations interpersonnelles, tout à fait, dans les travaux là, publiés par les scientifiques en chef un petit peu partout dans le monde. Là, c'est vraiment mis de l'avant. La relation individuelle a une valeur extrêmement, extrêmement forte dans la capacité de faire arriver des recommandations et de les apporter à l'attention des décideurs. Là, c'est un élément clé, là, finalement. Là, donc,
aussi bonne analyste que nous pouvons être si nous n'avons pas cette relation-là ou cette capacité à amener la recommandation. Ben, en effet, même si elle est bien structurée et listée de la bonne façon, ça n'arrivera pas. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui est amené là. Euh, Si quelqu'un veut réagir, hein, vous prenez la parole, vous ouvrez votre micro, sentez-vous à l'aise. Sinon, je donne la parole à Laurence. Laurence, La Chapelle. Merci. Bonjour. J'attendais pour voir si elle allait avoir des réactions avant d'intervenir. Oui, moi, je suis Laurence Lachapelle-Bégin. En ce moment, je suis doctorante en technologie éducative à temps plein. Mais dans ma vie professionnelle, moi, j'ai été conseillère, un autre genre de conseillère. J'ai pas travaillé directement pour le gouvernement, mais j'ai été conseillère pédagogique et j'ai aussi été conseillère en développement des compétences dans des petites firmes de consultation privées. Et là, moi, j'amène une complexité d'un autre genre à la situation. Je me demandais, en fait, est-ce que les recommandations puis les rapports de recommandations qui sont produits par des conseillers privés sont traités différemment ou de manière similaire? En fait, comment est-ce que ces recommandations-là sont traitées en matière de conformité là, par rapport aux recommandations qui sont émises à l'interne, finalement? Voilà. Ouh. C'est une excellente question. Alors ça, c'est plus le genre de choses qu'on a abordé dans la deuxième ronde là, quand on a fait les entrevues. Parce que là, un point clair pour nous, c'était que les recommandations qui viennent des firmes de conseil ou des acteurs qui sont pas issus du secteur public, ça peut être une source directe de conformité partielle. Donc, ce que je veux dire par là, tu sais, imaginons une commission parlementaire où tu as un organisme du secteur public qui vient présenter des recommandations, puis après, tu as un acteur privé qui vient proposer d'autres recommandations. Puis ce sera juste pas possible de mettre les deux ensemble. Tu sais. Fait que là, tout de suite, pour le décideur, c'est sûr qu'il pourra pas faire ce que tout le monde lui recommande. Tu sais. Fait que là, une chose qu'on a demandé dans les entrevues, c'est est-ce que ça change quelque chose à votre travail? Quand vous savez qu'il va y avoir des recommandations concurrentes de différents groupes qui vont être présentés aux décideurs, ce qui semblait ressortir, c'est que il y a plus de sensibilité quand c'est différents organismes publics qui font des recommandations. Tu sais, je sais pas, mettons. Si, je vais vous donner un exemple au hasard, là, mais je sais pas, mettons, si la Commission de l'éthique en sciences et en technologie puis la Commission des droits de la personne tombaient sur un mandat commun, tu sais, mettons des technologies liberticides, puis là, tu sais, ils s'apprêtaient à faire des recommandations puis à jouer un peu dans le même terrain, ben là, il y aurait un petit peu plus de sensibilité à ce que l'un et l'autre vont recommander, tu sais, parce que justement, on veut pas se retrouver dans une situation où ce que globalement on recommande, c'est impossible de tout faire. Mais il y avait un petit peu moins de sensibilité à ce que des acteurs non publics, disons, allaient recommander. Donc, je reprends mon exemple. Tu sais, si, je sais pas, il y a une commission parlementaire à laquelle sont invités la Ligue des droits et libertés, puis le syndicat, la Fraternité des policiers, tu sais. Là, ça, c'est pas des acteurs publics. Alors, ce qu'ils vont recommander, c'était moins important pour les conseillers dans nos entrevues. J'avoue qu'on a peut-être pas beaucoup de détails. En tout cas, peut-être, Victor, tu pourras me rafraîchir la mémoire. On n'avait pas beaucoup de détails sur pourquoi c'était moins important là, de savoir ce qui venait du secteur non public, le secteur privé, on va l'appeler comme ça. Victor, as-tu un complément pour moi ou... Je pense que c'est surtout concentré sur, par exemple, quand il y a une commission parlementaire, puis là, il y a des mémoires qui sont soumis. C'est une situation semblable où il va y avoir des gens qui vont soumettre des mémoires, puis des groupes qui vont soumettre des mémoires qui vont être partisans qui ont un parti pris, là. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des incohérences puis des incompatibilités là, entre les recommandations. Ensuite, ce qu'on se demandait, c'est, ce qu'on remarquait en fait dans les entrevues, c'est que certains organismes vont vraiment considérer ce que les autres organismes font. Ils vont essayer de voir là, qu'est-ce qu'ils ont recommandé par le passé sur des questions semblables.
mais ils ne vont pas rechercher une cohérence là, avec ces recommandations-là. Ils vont seulement consulter ces documents-là. Puis vraiment, là, c'est la majorité qui vont considérer, qui vont avoir une certaine considération pour les recommandations d'autres organisations. Puis c'était moins de 20% qui allaient chercher une cohérence avec ces recommandations-là. Pour ce qui est du privé, je pense qu'on ne faisait pas vraiment la distinction là, entre les deux pour les entrevues. OK. Là, je me demandais aussi, tu sais, quand le gouvernement paie des conseillers Ouais, privés pour avoir des recommandations, est-ce que aussi la réception est pareille? Mais je trouve ça intéressant quand vous mentionnez justement des organismes qui vont émettre des recommandations sur un même sujet. Tu sais, on se demande est-ce qu'il y a une forme de compétition qui émerge aussi finalement entre les recommandations. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci. C'est une très bonne question. Je pense quelles sont les raisons aussi pour lesquelles des administrations publiques vont aller chercher plus des firmes privées par rapport à leur expertise interne ou des expertises plus publiques, je pense université, collège, là. Quelles sont leurs différentes raisons, puis sans jugement, là, tout simplement, qu'est-ce qui alimente ce choix-là? Je pense que c'est intéressant, en effet. Je passe à une petite question ici écrite, et puis ensuite on a deux prises de parole, puis ça va être la fin. En fait, on va vous faire passer, parce qu'il est déjà 13h25. On parlait de publicité des avis. Petite question par rapport aux analyses des interactions entre les recommandations. Est-ce que l'opinion publique sur la dite recommandation est considérée comme un facteur? Par exemple, quand une recommandation fait ou non l'unanimité dans la population, est-ce que ça risque de faire pencher les décideurs vers la recommandation, ou les décideurs, je dirais certainement là, que ça a un impact. La question, est-ce que ça a un impact peut-être aussi sur les personnes qui émettent ces recommandations-là? Est-ce que c'est un des éléments, l'opinion publique, la pression publique dans la... Victor, c'est toi, tu as été beaucoup plus près des documents, là. Est-ce que... je, je pense que ça va dépendre du décideur. Parce que les décideurs, c'est un groupe large, là. C'est un groupe, c'est pas clair non plus que ce soit un groupe euh, homogène. Donc, il y a si on prend là, les vérificateurs généraux, par exemple, ils vont faire des recommandations à toutes sortes de décideurs, pas nécessairement des gouvernements, mais aussi à des entreprises privées qui vont devoir changer leurs pratiques, là, ou qui devraient, en tout cas, changer leurs pratiques. Euh, je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment pas clair que l'opinion publique va faire pencher la balance. Puis pour les décideurs étatiques, ben, on n'a pas vraiment de manière là, d'établir si c'est Mhm. pris en compte. On l'assume, je crois, mais je ne sais pas si on a des bonnes raisons de l'assumer. J'ai pas vraiment de meilleure réponse là, Bon à cette réflexe question. de chercheur, oui, c'est vrai qu'on a tendance à l'assumer, mais est-ce qu'on a les données qui nous le démontrent? C'est une bonne question. Bon, il nous reste peu de temps, alors je vais donner la parole à Nabil et tout de suite à Nancy derrière. Bonjour Nabil. Oui, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette présentation, là. C'est vraiment très intéressant. Surtout pour un jeune fonctionnaire comme moi, là, moi, ça fait quoi, 2 ans maintenant que j'ai commencé à la fonction publique. Depuis 5 mois, là, j'occupe le poste de conseiller en planification, programme et partenariat en francisation chez Francisation Québec, dans le fond. Et dans le fond, c'est ça, ma question, c'était plus de savoir, est-ce qu'il existe une sorte de mécanisme qui ferait en sorte que les décideurs seraient imputables vis-à-vis des conseils qui leur sont prodigués par leurs conseillers? Parce que on entend souvent dire entre nous, on nous dit souvent que ben, les conseillers, c'est les experts de contenu là, en soi. Fait que c'est ça, on se base évidemment sur nos formations, sur nos recherches, les connaissances qu'on acquiert pour formuler ces recommandations. Et en bout de ligne, si ces recommandations ne sont pas tenues en considération, voilà, donc il nous ramène à ma question, est-ce qu'il y a un mécanisme d'imputabilité? Parfait, merci beaucoup. On va tout de suite prendre les commentaires de Nancy, puis on va faire un petit dernier tour de roue. Bonjour Nancy. Ah oui, bonjour Julie. En fait, ben, Julie, tu as ouvert la voie. C'était vraiment pour voir, est-ce que vous avez pu observer une différence, surtout là, je parle au niveau des ministères, là, parce que c'est mon expérience, une différence au niveau des recommandations qui peuvent être élaborées entre
soit des conseillers politiques ou des conseillers scientifiques. Et là, parce que des fois, le conseiller scientifique va alimenter le conseiller politique pour ses recommandations, mais des fois, on va nous demander directement, en tant que conseiller scientifique, d'en élaborer des recommandations qui sont basées sur des données probantes, sur la littérature et tout ça. Et là, je voulais juste voir là, si vous aviez pu faire des observations à ce niveau-là. Ou même avez-vous pu parler avec vos collègues dans les bureaux à côté finalement, parce que vous êtes quand même dans un établissement universitaire. Alors voilà, on a deux questions un peu en suspens, mais je voudrais simplement proposer à Marc-Kévin, Victor, s'ils ont un commentaire sur ces deux éléments-là. Ben, Victor, je vais répondre au premier point. Si tu as des choses à dire pour le deuxième, je te laisserai aller. Pour le premier point, c'est sûr que tu sais, il y a quand même une division stricte entre le rôle de conseil puis le rôle de décision là, dans l'appareil public. Donc, souvent, les organismes, justement, ils font des recommandations. Il y a des organisations qui ont des stratégies pour peut-être inciter ou rendre plus probable la mise en application des recommandations. Par exemple, la mise en place de mécanismes de suivi. On va publier des documents qui disent le gouvernement ou le décideur a seulement mis 30% de ce qu'on a recommandé en place. C'est pas un score, c'est pas un pourcentage très élevé. Mais au-delà de ça, c'est ça, on est dans la recommandation, le conseil, on n'est pas dans la décision. Il y a certains organismes qui nous disaient, ben moi, je commence à en avoir assez là, de, justement de juste être dans la recommandation puis de ne pas pouvoir imposer certaines décisions. Ça, c'est Je intéressant. n'aimerais C'est pas que je sais lesquelles, là, que mais le scientifique en chef du Québec nous dit souvent d'ailleurs, des fois il en a assez aussi, là, puis les décideurs lui disent, bah, présente-toi en politique. Je vais décider. Il y a de ça aussi. c'est ça, il y a quand même, on honore quand même assez bien la distinction entre recommander et décider. Fait que chacun a son rôle, là. J'ajouterais aussi qu'il y a certains organismes qui font même pas de suivi des recommandations. Donc, c'est pas tous les organismes qui seraient à même là, d'avoir des mécanismes d'imputabilité, ni qui voudraient le faire. Il y en a pour qui, là, vraiment, on a entendu ça, c'est, ben, on fait juste, on a fait notre recommandation, c'est fait, notre travail est terminé. Donc, Ouais, il y en a pour qui le travail s'arrête à la recommandation, puis ensuite, c'est entre leurs mains. Donc, je rajouterais, il y a une étude qui a été faite au Canada par un organisme qui s'appelle Evidence for Democracy qui a demandé aux fonctionnaires, vous avez pris telle et telle décision, pouvez-vous nous retracer quelles sont les recommandations qui ont sous-tendu ces décisions? Et dans la plupart des cas, ils ne sont pas capables de retracer. En fait, ils ont beaucoup de mal à retrouver, donc c'est un peu dans les deux sens. Voilà, il est 13h31, on est déjà en train de dépasser notre temps. Merci beaucoup pour toutes ces discussions, ça a été fort riche. Alors, je vous invite, si vous voulez poursuivre ce genre de discussion-là, premièrement, à nous soumettre des sujets. Vous avez simplement à aller sur la page du Forum Sciences et Politique du Québec, vous me contactez. On se trouve des bonnes idées de sujets à développer ensemble et aussi bah, vous abonner à notre infolette pour être tenu au courant là, des des programmes, des études et des événements qu'on organise. Voilà, merci beaucoup à Marc-Kévin et Victor pour avoir été présents. On vous souhaite une bonne continuation dans votre travail. On a hâte d'en savoir plus sur la phase 2. merci tout le monde d'être venu assister. Puis si on est invité de nouveau, ça va nous faire plaisir de présenter la suite. merci. Merci. Au revoir, bonne journée tout le Merci monde. beaucoup à vous deux.